Bonsoir. Religiosité compatible. Merci d'avoir une fois de plus manifesté votre intérêt, votre confiance, votre curiosité peut-être, et d'être venus aussi nombreux ce soir. Merci, cher Alain, d'avoir accepté notre invitation pour une séance consacrée à votre tout dernier livre, L'immanence des vérités. Ce livre a fait l'objet de 2 journées de présentation au théâtre de la commune d'Aubervilliers les 1er et 2 octobre derniers, journées auxquelles Jérôme Saint-Léger et moi-même avons pu assister et qui ont été pour nous une source d'inspiration, à la différence près bien entendu qu'ici nous ne disposerons pas de 2 jours mais de 2 heures et quelques poignées de minutes. Jérôme est professeur de philosophie au lycée Edgar Morin de Douai et il est tout particulièrement investi dans des activités théâtrales, à la fois comme comédien et comme metteur en scène. Lui et moi avons travaillé assez joyeusement à la préparation de cette séance. J'espère que cela vous sera perceptible. Alain Badiou, vous êtes philosophe, vous avez enseigné la philosophie à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, dont vous avez été le caïman. Vous êtes également dramaturge et romancier, et à travers des petits livres d'intervention, souvent sous-titrés « Circonstances », vous n'hésitez pas à caractériser politiquement votre époque. On se souvient encore d'un certain « De quoi Sarkozy est-il le nom ?» Et on attend probablement un autre petit livre, De quoi Macron est-il le nom? Vous êtes enfin le philosophe français le plus traduit dans le monde et peut-être aussi le philosophe le plus traduit tout court. Vous avez été invité à de nombreuses reprises dans Cité Philo. Ce soir, si Gilbert a bien compté, c'est la 11e. Vous êtes venu souvent seul ou en compagnie de Barbara Cassin, notre Hélène préférée, et votre complice dans vos activités communes d'édition. Rappelons que vous dirigez en binôme avec elle la collection Ouverture chez Fayard. En 2012, invité d'honneur de notre festival, vous prononciez une conférence inaugurale mémorable intitulée « À la poursuite du réel perdu » qu'on trouve sur YouTube et dans laquelle vous vous livrez notamment à une analyse du poème de Pier Paolo Pasolini intitulé « Cendres de Gramsci », poème de 1954 dans lequel Pasolini fait le sombre constat prémonitoire que la passion du réel qui a caractérisé le XXe siècle, siècle très prodigue en destruction de vie, de peuple et de culture, s'est éteinte. Ce constat est aussi le vôtre, et au contraire de ce qu'une certaine vulgate marxiste a pu soutenir, vous affirmez que l'histoire en elle-même n'est accoucheuse de rien, que la négation de l'existant ne peut être porteur que d'une nouvelle négation et non d'une nouveauté positive. Que cette nouveauté positive exige, par expérimentation locale et tâtonnement, autrement dit par essai-erreur, de nouvelles dispositions politiques affirmatives qui ne peuvent surgir que d'un effort infini d'invention et d'obstination, de reprise et de fidélité à cette nouveauté en tant qu'elle serait un événement. Votre œuvre philosophique s'est développée dans l'inclusion critique de l'existentialisme de Jean-Paul Sartre, du structuralisme de Claude Lévi-Strauss, du retour à Karl Marx prescrit et théorisé par Louis Althusser, puis de la rencontre avec l'œuvre de Sigmund Freud et l'interprétation révolutionnaire qu'en donna Jacques Lacan. L'immanence des vérités se présente donc comme le tome 3 d'un projet commencé il y a tout juste 30 ans, avec L'être et l'événement, qui paraît en 1988, et que vous résumez comme étant la tentative d'élaborer une théorie des vérités en posant leur dimension à la fois locale et universelle, en même temps que leur statut d'exception aux lois particulières dont elles procèdent.
Ce projet se poursuit en 2005 avec la publication de Logique des mondes, dans lequel vous tentez de répondre à la question de savoir comment les vérités peuvent apparaître et exister dans un monde particulier en tant que forme existentielle de ce qui a valeur universelle. Vous êtes l'un des rares philosophes du XXIe siècle, cher Alain, à soutenir qu'il y a encore des vérités et que comme la philosophie par elle-même n'en produit pas, thèse que vous partagez avec Louis Althusser, c'est bien en dehors de la philosophie qu'il convient de les chercher. Votre philosophie se présente donc toujours sous condition des vérités de l'art, de la science, de l'amour et de la politique, et le rôle que vous assignez à la philosophie est de discerner ces vérités dans le fatras du monde, d'établir les fidélités et les reprises qu'elles suscitent dans la perspective générale d'une émancipation de l'humanité par elle-même. Vous n'avez jamais abandonné l'idée selon laquelle il était possible d'élaborer un système philosophique unitaire capable de saisir ensemble, fût-ce sur le rapport disjonctif, l'un et le multiple. Nous sommes donc en 2018, avec l'immanence des vérités, au point d'étape ou de conclusion d'une très longue traversée, à cheval sur 2 siècles. Voici ce que vous écrivez à propos de ce nouveau livre. Après avoir étudié ce dont nous sommes capables en fait d'universalité, après avoir montré que cette universalité des vérités et de leurs sujets se plie aux règles de l'apparaître ou de l'existence dans un monde particulier, il me restait à comprendre d'où peut se soutenir que les vérités sont absolues, inscrites dans des classes infinies, à l'opposé du relativisme de l'époque. Avant que Jérôme ne vous restitue à grands traits le mouvement général du livre, afin que nous l'ayons en tête, souhaitez-vous réagir à ma présentation ? Merci d'avoir fait cette présentation. Réagir, je ne sais pas exactement, parce qu'au fond, il faudrait que je redise un peu les mêmes choses. Il s'agissait d'une présentation synthétique de ce que j'ai fait, de cette trilogie qui vient de s'achever. Je voudrais simplement dire que sur la conversation finale, c'est-à-dire le caractère systématique et complet de la philosophie, c'est évidemment une entreprise qui va à contre-courant. Une entreprise qui va à contre-courant, tout de même que, évidemment, ayant comme catégorie centrale vérité, et comme aujourd'hui il est fortement question du monde sans vérité, elle est aussi à contre-courant de ce point de vue-là. Et de ce point de vue, je voudrais dire simplement ceci, c'est que je m'inscris au fond dans la tradition classique de la philosophie. C'est-à-dire je ne fais aucun effort pour être moderne, je le suis peut-être par accident, mais mon propos, c'est véritablement de reprendre les questions constitutives de l'histoire entière de la philosophie, au départ principalement l'être, le sujet et la vérité, puis ensuite de montrer comment ces concepts peuvent être validés à l'intérieur de la particularité, donc à travers un certain concept de ce que c'est qu'un monde, donc ce que c'est qu'un lieu habitable, si je puis dire, par les vérités, et puis enfin, ce qui est probablement l'achèvement le plus à contre-courant de l'entreprise, de montrer que, en réalité, comme la lutte infinie de la philosophie contre le scepticisme l'a montré, il est impossible de parler de vérité sans en venir à leur absoluité. C'est-à-dire sans en venir à ce qui les caractérise de telle sorte que leur stabilité universelle est en quelque manière garantie de façon immanente par ce qu'elles sont. Voilà, donc je voulais simplement dire ça à tous ceux qui sont ici. Vous avez devant vous un vieux classique. Que nous donne l'époque dans laquelle nous vivons? Qu'est-ce qu'elle est? Quelles sont les choses qui y ont de la valeur? Quelles sont les choses qui n'y ont pas de valeur? La philosophie propose un tri dans la confusion de l'expérience, d'où elle tire une orientation,
Cette élévation de la confusion à l'orientation est l'opération philosophique par excellence. Alain Badiou, Métaphysique du bonheur réel, en 2015. Cette élévation de la confusion à l'orientation est l'opération philosophique par excellence. Voilà, me semble-t-il, ce qui peut-être peut nous aider à nous repérer dans ce monstre, comme vous l'appelez vous-même, de 700 pages, triplement monstrueux. Léon, tu l'as rappelé, puisqu'il est le tome 3 de L'être et l'événement, donc près de 2000 pages. Nous libérer de la confusion, c'est-à-dire sortir du profus, du confus de notre époque, en comprendre la complexité, pour nous en libérer. Au fond, là encore, vous êtes classique. Au fond, le projet est simple. Il s'agit, comme le dirait Rimbaud, de définir la vraie vie. La vraie vie. Geste classique, geste platonicien déjà. Rappelons-nous Socrate, c'est la première réception publique de la philosophie. Il est accusé de corrompre la jeunesse. Alors, corrompre, non pas au sens où on l'entend actuellement, non pas corruption d'argent, corruption de mœurs, ou autre mallette, ou que sais-je encore. Non, corrompre au sens où, Socrate n'a de cesse de le dire aux jeunes qu'il rencontre, la vie qu'on vous présente, la vie qui n'est que recherche d'honneur, qui n'est que réponse aux pulsions immédiates, n'est pas la vraie vie. Il y a une autre vie. Celle-ci est la fausse vie. Et au fond, dans l'immanence des vérités, c'est peut-être ça qu'il a le projet, sauf que la vraie vie prend un autre nom, ou prend d'autres noms peut-être. Si je donne la parole à Alain Badiou, il pourrait nous dire, je crois, que la vraie vie, c'est l'accès aux vérités. Ou encore que c'est le fait pour un individu de devenir sujet. Ce qui se dit enthousiasme politique, béatitude scientifique, plaisir esthétique ou joie amoureuse. En fait, au fond, ce dont il s'agit ici, c'est de vaincre la finitude, nous dit Badiou. L'expérience affirmative d'une interruption de la finitude. La jouissance finie de l'infini. Quel projet! Toutes ces définitions qui disent la vraie vie, dans l'immanence des vérités, se ramènent à un choix vital. Choisir la vraie vie, c'est, nous dit Alain Badiou, choisir l'œuvre contre le déchet. Choisir l'œuvre contre le déchet. On passe donc de la profusion, de la confusion, à une alternative simple, sans reste, décisive, l'œuvre contre le déchet. Un choix vital, donc. Et pour comprendre ce choix vital, si l'on simplifie radicalement, il me semble que l'on peut le fonder sur 3 thèses, 3 affirmations. Première thèse, le fini n'est pas. Je lis Alain Badiou dans l'avant-propos, le fini, en quelque sens qu'on le prenne, n'a pas d'être. Le fini qui n'est pas n'existe que comme résultat. Il est le résultat du croisement opératoire de 2 types d'infinis différents. Première thèse, le fini n'est pas. Deuxième thèse, toute production finie se divise en ce qui est œuvre et ce qui est déchet. Je lis encore, en tant que résultat, le fini a 2 modes d'existence. Il peut être le résultat passif des opérations dans l'infini, nous l'appellerons alors un déchet, pour autant qu'il est un produit actif des opérations dans l'infini, nous l'appellerons en revanche une œuvre. Et enfin, 3e thèse, la finitude est, nous dit Alain Badiou, l'essence de toute oppression. Donc 3 thèses et un choix vital. Un choix vital, la vraie vie. 3 thèses, le fini n'est pas. Toute production finie se divise en œuvre ou en déchet. Et la finitude est l'essence de toute oppression. Voilà la proposition que je fais pour ce qui est d'une simplification radicale, pour donner une vue d'ensemble du contenu. Et si vous me le permettrez, mais je vous laisse réagir, j'ai peut-être après 2 analogies ou 2 remarques formelles à faire pour nous aider à nous orienter avant de rentrer un petit peu
dans le détail. Est-ce que j'ai dit l'essentiel? Il ne faut pas comparaître comme ça. Oui, en un certain sens, vous avez même dit l'essentiel plus clairement et plus sobrement que je l'ai dit moi-même. Hein. Parce que c'est vrai que le livre est au fond un livre qui porte fondamentalement sur l'infini, à mon sens. C'est un livre qui porte sur l'infini. Là aussi, un concept en vérité un peu absent ou discrédité aujourd'hui. Pour des raisons d'ailleurs que le livre éclaire. Le livre éclaire, je crois, les raisons pour lesquelles la finitude est une obligation idéologique du monde contemporain. C'est-à-dire se résigner à la finitude, c'est la même chose que se résigner à la fausse infinité du marché, en réalité. Donc, cette résignation à la fausse infinité du marché revient à une ruse de la finitude qui est recouverte, comme cela, par l'apparence infinie du devenir des marchandises, de leur circulation et de leur adoption. Donc c'est bien vrai que c'est un livre sur l'infini au sens où toute figure de l'émancipation de ce monde, toute figure de sortie de ce monde, quel qu'en soit le propos ou les moyens, c'est toujours en vérité s'extraire d'une façon ou d'une autre de la finitude. Et s'en extraire de telle sorte que, cependant, c'est bien dans un monde fini que nous vivons. Et donc le livre va faire une sorte de grand voyage dans le monde des infinis, qui est un monde d'une certaine façon essentiellement mental, que nous pouvons atteindre, en tout cas dans la figure de la pensée, par différentes méthodes, mais un accès qui en même temps est un peu comme serait dans la fable de Platon la sortie de la caverne. On peut comparer avec Platon en disant finalement l'obscurité du monde contemporain, c'est son enfermement dans la finitude qui est organisée de façon systémique comme la finitude de la circulation financière et marchande en réalité, et sortir de cela, sortir de ce monde dicté par la finitude, c'est, comme le propose Platon, trouver une ouverture, trouver une échappée, et cette échappée, elle est toujours une échappée qui ouvre au moins un instant la pensée et l'action à une figure d'infinitude. Voilà. Alors ça, c'est le panorama général, effectivement. Et, au fond, on pourrait dire que l'immanence des vérités, le monstre, c'est une grande réécriture du mythe de la caverne, voilà, où évidemment il s'agit en fin de compte de ce que c'est que la vraie vie comme résultat, la vraie vie comme quelque chose qui n'est pas donné comme ça de façon simple et immédiate. Alors après cela, évidemment, la première objection, et c'est pour ça qu'on va reparcourir très, très légitimement vos trois thèses, la deuxième objection, c'est que malgré tout, cette sortie de la caverne de la finitude vers un contact, fût-il fugitif, avec la puissance de l'infini, ne doit pas oublier que le monde dans lequel nous vivons et le monde dans lequel nous créons restent marqués par la finitude, par une finitude malgré tout irrémédiable. Tout monde singulier crée des dispositions finies. Et donc, ce qu'il faut nécessairement introduire, c'est l'idée qu'il y a des figures du fini qui portent en elles-mêmes un certain contact avec l'infini et des réalités finies qui ne sont que le produit passif de ce dont l'infinité est capable. Et donc nous allons avoir deux registres de la finitude créatrice. Premièrement, la finitude passive, c'est-à-dire la finitude en tant qu'elle est le jouet de l'infini absent, et la finitude active. Alors ça, c'est le déchet. Alors, évidemment, en faisant du déchet le principal ennemi, je me trouve un écolo fondamental. Si le mal, c'est le déchet, vous voyez, immédiatement, la grande question humaine, la question de la vraie vie, c'est de se débarrasser de tous les déchets, qui, comme vous le savez, c'est une tâche extrêmement... On peut aussi faire quelque chose des déchets.
Ah, oui, alors ça, c'est le recyclage. Alors, on pourrait dire que le recyclage, c'est l'infinitisation des déchets, c'est-à-dire la transformation de leur passivité à leur activité, c'est-à-dire rendre les déchets actifs. Ça, c'est une très... Oui, tout de suite, mon livre admet des conclusions pratiques. C'est un monstre agissant. En tout cas, on en vient effectivement en définitive à la distinction entre œuvre et déchet, qui est une distinction interne au fini, en tant que nous sommes des êtres finis d'un certain point de vue, mais des êtres finis qui peuvent ouvrir certaines figures d'accès à l'infinité dans la figure de ce que j'appelle des vérités. Voilà. Donc, je ne fais qu'en essayant de se redire ce que vous avez dit d'une autre manière, mais je pense que c'est une bonne entrée, voilà, d'entrer par l'opposition entre œuvre et déchet, entre autres choses parce que ça donne tout de suite une image simplifiée de la fonction de ce que j'appelle vérité. Et au fond, ce que j'appelle vérité, c'est ce qui est dans le registre de l'œuvre, de façon générale. C'est le moment où, au lieu de consentir de façon passive aux obligations de l'existence, on les surmonte par quelque chose de créateur, quelque chose de supplémentaire, quelque chose de nouveau, qui peut exister dans de nombreux registres et qui aura la figure d'une vérité, à savoir la figure du fini, mais dans la modalité de l'œuvre. Voilà. Et alors après, évidemment, tout ça suppose, mais vous allez y venir, je sens, tout ça suppose un parcours un peu ingrat de ce que c'est que l'infini, parce que la seule accès frontal que nous ayons à la question de l'infini, malheureusement, c'est les mathématiques. Enfin, malheureusement. Malheureusement, parce que beaucoup de gens ont une sorte de vague répulsion pour ça, qui est quelquefois identifiée à une impuissance ou à une difficulté ou à une opacité. Ce qui est très étrange, parce que moi, je vais vous dire une chose. Les mathématiques, ce qui les caractérise, c'est ce qu'il y a de plus simple. C'est ce qu'il y a de plus simple, parce qu'il n'y a aucune équivoque dans les mathématiques. Il n'y a rien. Ce qui est écrit, et c'est tout. Vous n'avez pas à chercher des interprétations différentes. Est-ce que c'est vrai, ça c'est une, si je puis dire, une parole absolument lavée, comme ça, de toute adhérence extérieure. Et donc, en réalité, la bosse des maths, c'est simplement de s'apercevoir qu'il suffit de lire ce qui est écrit, c'est tout. Et après, vous me direz, oui, mais il y a des démonstrations. La démonstration, c'est de comprendre comment on passe d'une ligne écrite à une autre ligne écrite, voilà. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Et la peur des mathématiques, c'est la conviction qu'il y a quelque chose d'autre là-dedans. Il y a un mystère suspect, il y a quelque chose, ou alors on va dire, ça c'est complètement abstrait. Alors la thèse que je soutiens, c'est que c'est, de même que c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de moins abstrait, car c'est ce dont le contenu effectif n'est rien d'autre que la pensée de l'infini en tant que telle, c'est-à-dire un contenu absolument nécessaire. Voilà, alors donc je termine. Donc il va falloir passer par cet examen de l'infini, voilà, du monde de l'infini, examen mathématique du monde de l'infini. Il va falloir montrer comment ce monde peut être domestiqué par la finitude. Ça, c'est la question des ensembles constructibles. La domestication de l'infini par le fini, c'est une question tout à fait passionnante et tout à fait contemporaine, une question centrale du monde contemporain. Le monde contemporain passe son temps à procéder à des constructions qui n'ont pas d'autre but que de domestiquer l'infini sous des formes renouvelées de la finitude. Ça, c'est un point essentiel. Et puis après, d'en venir, au-delà de tout ça, à la possibilité d'une reconquête. Voilà. Et là, on peut se laisser guider par quelques trouvailles des mathématiciens, à vrai dire, qui, comme souvent, ont ouvert la porte à la liberté de l'esprit. Depuis les Grecs, les mathématiques ont beaucoup servi à la libération de l'esprit, il faut tout de même le reconnaître. Et je suis dans cet héritage archi-classique. Voilà. Et par rapport à ce que vous dites, donc l'allégorie de la caverne, en effet, l'analogie est impressionnante. C'est-à-dire que l'immanence des vérités, vous dites vous-même, 3 grands moments. Un premier moment que vous appelez critique de la finitude. Nous sommes dans la caverne. Nous connaissons tous cette allégorie des prisonniers, je le rappelle, enchaînés depuis toujours face à une paroi rocheuse.
et ils n'ont vu de leur vie que cette paroi. Ils ne peuvent même pas tourner la tête. Dès lors, ce qu'ils voient est le réel pour eux, alors qu'il n'en est rien. Ce n'est qu'illusion. Un prisonnier, de manière un peu mystérieuse, se libère, un peu beaucoup même, se retourne, opère une conversion, et là découvre qu'en fait, derrière, il y avait un petit muret avec des espèces de montreurs de marionnettes qui montraient des objets, eux-mêmes éclairés par un feu. La supercherie est découverte. Mais ce prisonnier va, et Platon, grand écrivain qu'il est, nous montre avec beaucoup d'images à quel point le chemin est difficile, difficultueux, va sortir de cette caverne et va appréhender donc l'infini ou l'absolu. Et puis, comme vous le disiez, il revient, mais il revient transformé par cette rencontre de l'infini. Eh bien, c'est au fond les trois moments de l'immanence des vérités. Une critique de la finitude, une traversée du royaume des infinis, et puis l'œuvre en vérité, et non pas seulement l'œuvre d'art, nous y reviendrons, l'œuvre scientifique, l'œuvre politique, l'œuvre amoureuse, qui est au fond cette, comme vous l'avez dit, immanentisation de l'infini dans le fini. Mais je voulais vous faire une dernière remarque formelle qui donnera à mieux comprendre votre livre, mais donnera aussi peut-être, sans dévoiler la surprise complètement, donnera à mieux comprendre ce qui va se passer aujourd'hui. Que je ne sais pas. Eh oui. Je suis très effrayé. En lisant votre livre, Platon, évidemment, s'impose. Il est présent à des endroits stratégiques et d'un point de vue formel. Mais un autre philosophe y occupe, à mon sens, une place importante, c'est Spinoza. Spinoza est très présent dans la partie centrale, mais est aussi présent, peut-être, d'un point de vue formel. Je m'explique. Spinoza, son œuvre majeure, l'Éthique, démontrée à la manière des géomètres, est un traité calqué un peu sur le modèle d'Euclide. On y a des propositions qui sont démontrées, des définitions. On suit, comme vous le disiez, les longues chaînes de raison et de manière démonstrative. Et de temps en temps, des interruptions, ce que Spinoza appelle des scolies, qui ont, d'après Deleuze s'en explique dans un livre classique qui s'appelle Spinoza et le problème de l'expression, qui ont un statut complexe, ces scolies. Ils peuvent être parfois une nouvelle démonstration, où on va itérer le cheminement précédent, ce que vous faites parfois. Ils peuvent être encore parfois plus ostensifs. Ils vont nous donner à voir ce qui a été démontré, rendre quelque part sensible ce qui a été démontré dans un autre genre de connaissance. Ce que vous faites également, et ils sont parfois polémiques. Alors là, je ne sais pas, il faudra y revenir, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. En tout cas, ce que nous avons pensé avec Léon pour cette séance, c'est, on ne pourra pas évidemment présenter exhaustivement cet ouvrage monstrueux, à juste titre. L'idée, c'est plutôt pour nous de, sinon toucher l'absolu, toucher un petit peu à certaines thèses en nous installant dans le mouvement même de l'œuvre. Et peut-être de prendre ce temps aussi avec ces scolies et de donner à voir, de donner à entendre ce qui est présenté dans le livre même par d'autres biais que la démonstration. Alors il y a quelque chose qui relève à la fois des mathématiques et qui en même temps relève d'une œuvre, c'est le choix que vous avez fait, Alain, de montrer en couverture un tableau du peintre Mathieu, un ami, auquel nous avons rendu hommage l'an dernier, en présence de Barbara. Et le tableau que Mathieu a donné, le nom que Mathieu a donné à ce tableau est Beckett, ni lieu ni forme. Vous dites qu'il s'agit d'un kaléidoscope mathématique. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cette reproduction signifie pour vous? La reproduction signifie pour moi que, je vais encore avancer un paradoxe, que ce qui fait le plus puissant effet de simplicité est toujours, au premier abord, complexe. C'est-à-dire que la simplicité elle-même, c'est toujours une conquête sur la complexité, et non pas l'inverse. C'est-à-dire que pour faire un effet frappant et
donner un sentiment d'évidence, il faut que l'agencement des matériaux qui produisent cet effet soit lui-même le résultat d'un effort, d'une composition, d'un travail considérable. Et c'est un peu une image du livre que j'avais choisi là. C'est-à-dire, je l'appelle le monstre avant qu'on l'appelle comme ça, quoi, pour prendre de l'avance sur les jugements. Parce qu'il est très gros, il est rempli de formules mathématiques, il est rempli de citations de poèmes, de choses comme ça. Il ne faut pas les oublier, les poèmes, ils sont presque aussi importants que les mathématiques dans le livre. Il est rempli de matériaux en apparence disparates. Et je pense qu'en fin de compte, et c'est ce que vous montrez tout de même un peu, en fin de compte, quelque chose de simple est produit et justifié dans l'élément de la complexité. Voilà, c'était pour ça que j'avais choisi en couverture ce kaléidoscope mathématique. Mathieu était un peintre, mais c'était aussi un mathématicien. Et tant qu'on en est encore sur cette couverture, une question, enfin une double question pour moi, sur le titre, l'immanence des vérités, qui m'apparaît ou qui pourrait apparaître doublement paradoxal. Anachronique et comme un oxymore peut-être. Anachronique puisque, si on simplifie, la philosophie contemporaine, les principaux courants de la philosophie contemporaine, que ce soit l'herméneutique, que ce soit la philosophie anglo-saxonne analytique ou que ce soit le postmodernisme, s'entendent tous, par-delà leurs différences, pour dire que la question de la vérité est périmée. Et que ce qui compte maintenant, c'est de lui substituer la question du sens, le sens toujours latent, toujours différent, toujours à interpréter. Il faut déconstruire ces grandes totalités qui nous surplombent, etc. Donc, premier paradoxe, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aurais aimé que vous reveniez là-dessus, sur l'actualité, pour vous, de la vérité. Et deuxième paradoxe, admettons que la vérité ait quelque intérêt encore. Mais à première vue, la vérité, on ne la colle pas à l'immanence. On la collerait davantage à la transcendance, pour le coup. C'est-à-dire que, d'un côté, ceux qui disent la vérité n'existe pas, ce que vous appelez les matérialistes démocratiques nous diraient il n'y a que des corps, il n'y a que des langages, tout est relatif, pas de vérité. En face d'eux, ceux qui nous disent il y a de la vérité universelle, cette vérité se caractérise précisément parce qu'elle vaut au-delà du monde où elle a été produite. Elle est au-delà du monde, elle est transcendante, puisque le mot immanence, immanere, veut dire résider dans le même monde, alors que transcendance, c'est sortir de ce monde. Donc pourquoi, double question, pourquoi la vérité et pourquoi l'immanence des vérités? Après quoi, on aura expliqué le titre complètement. Voilà. Il reste le sous-titre. C'est un bon début. C'est un bon début. Alors, pour vérité, à proprement parler, je voudrais dire que j'ai probablement quand même en partie transformé ce qui est spontanément conçu sous ce mot. Parce que vérité a souvent été interprétée comme la figure de l'énoncé vrai. Et au fond, une vérité, c'était quelque chose qui était dit et qui était vrai. Et donc, finalement, on était rabattu vers le motif de la concordance entre le langage et le réel. C'était la question moderne, mais aussi la plus ancienne, parce que c'est déjà présent dans les discussions de la philosophie grecque de façon tout à fait centrale. Évidemment, l'objection qui est faite dans ce cas-là, c'est que autant il est clair que le langage est porteur de sens, et qu'une phrase a une signification, hein, autant il est obscur de dire qu'il puisse être porteur d'une vérité. Pourquoi? Parce que dans vérité, vous convoquez autre chose que l'effet de langage, inévitablement. Vous convoquez quelque chose auquel le langage se mesure. Le sens est donné par l'élan de la phrase et la signification des mots, etc. Mais vérité suppose que le langage se rapporte à un réel quelconque dont il produirait une sorte, alors on peut dire d'image verbale, et c'est un problème dans lequel on s'embrouille. Et en fin de compte, ce qui a prévalu dans le XXe siècle, progressivement, c'est l'idée que le langage est constitutif du sens et que vérité est un mot inutile, comme vous l'avez rappelé.
Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est la propagande même pour un monde post-vérité. Dès que je vois post, je m'inquiète. Post-vérité, post-humain, transhumain. Ça a commencé par post-moderne, qui en fait voulait dire contemporain, c'était plus simple. Post-moderne, c'était ça. Voilà. Alors, ce serait ma bonne raison pour moi de parler de vérité, c'est qu'on parle de post-vérité. Voilà. De même que post-moderne me portait à définir ce qu'était la modernité. Les postes sont toujours des maquillages, au fond, de la question véritable, sous la forme d'un verdict historique, d'un faux verdict historique. Nous serions dans l'époque post-vérité ou dans l'époque post-moderne. C'est un renvoi à l'historicité des concepts les plus importants et les plus constitutifs de la philosophie. Mais en réalité, ce que j'ai proposé de dire, c'est que vérité désigne tout ce qui est porteur d'une possibilité universelle. Donc, dans le langage de l'Inverse des vérités, ça voudrait dire vérité, c'est toujours dans une figure de l'œuvre. Voilà. C'est parce que c'est ce qui a reçu de son contact avec l'infini le minimum d'absoluité qui lui permet de valoir pour tous. Mais ça n'est jamais pratiquement un énoncé, une phrase, etc. Ça, j'appelle ça des véridicités ou des savoirs. Mais pas de... La vérité est dans la figure d'une œuvre. Et cette œuvre, pour des raisons que précisément le livre analyse, parfois en détail, en donnant des exemples, une œuvre, c'est ce qui échappe pour partie aux lois constitutives du monde dans lequel elle surgit. Une vérité, c'est ce que j'ai appelé une exception immanente. Alors on se rapproche de la solution de votre problème. Une vérité est une exception immanente. D'un côté, elle est une production dans un monde, comme tout ce qui existe, donc ça n'est pas une transcendance. Mais d'un autre côté, elle est en un certain sens en exception par rapport au monde dans lequel elle apparaît, car elle n'est pas prédictible à partir des lois de ce monde. Les lois de ce monde ne permettent pas de prévoir le surgissement d'une œuvre. Ça, vous le savez tous. Les œuvres d'art, les grandes œuvres d'art, les grandes découvertes scientifiques, les grandes passions amoureuses et les grandes insurrections politiques ont pour caractéristique de n'être pas calculables à partir de la situation dans laquelle ils se produisent. Vulgairement, ça veut dire que c'est nouveau. Mais nouveau, ça veut dire quoi? C'est une méditation sur la nouveauté aussi. Qu'est-ce que c'est qu'être nouveau? Être nouveau, c'est précisément être dans une figure de rupture, au moins partielle, avec le système de ce qui est prévisible ou calculable dans un monde déterminé. C'est ça la nouveauté véritable. Et c'est quand il a lieu cette nouveauté que je dis, voilà, ça c'est une vérité. Alors, une vérité, ça échappe aux opinions, dirait le maître Platon, ça échappe aux lois de la domination, ça fait exception à la finitude dominante, tout en étant dans le monde où tout ceci existe. Alors, pour que ceci puisse se produire, il faut qu'arrive quelque chose. Il faut qu'arrive quelque chose. Alors là, il faut distinguer ce qui arrive et ce qui est. Parce que ce qui est, c'est ce qui est soumis à la loi du monde dans lequel c'est, tandis que ce qui arrive, c'est ce qui survient à ce monde et dans ce monde, mais sans être confiné aux lois du monde en question. D'où le fait que toute vérité a un statut événementiel. Donc là, c'est l'être et l'événement, là. Toute vérité a un statut événementiel, c'est-à-dire elle s'initie, non pas selon les lois du monde, mais selon quelque chose qui était imprévisible dans ces lois. L'exemple que je prends le plus fréquemment, parce que tout le monde a l'expérience, c'est la rencontre amoureuse. Là, vous rencontrez quelqu'un. Oui. Ah, c'est une approbation. Mais peut-être on va garder cette séquence amoureuse pour un peu plus tard, car... elle fait partie du traquenard. Elle fait partie du traquenard, voilà. Justement. Donc toute vérité suppose un événement imprédictible. Voilà, exactement. Alors je termine juste. Donc vérité,
a été un peu modifié dans sa définition, parce qu'il prend le statut d'une œuvre elle-même sous conditions événementielles. Voilà, c'est ça que j'appellerais une vérité. Et toute la discussion sur les vérités suppose évidemment qu'on enregistre quelque peu cette définition novatrice. Donc voilà pourquoi les vérités. Pourquoi les vérités au prix d'une certaine transformation. Ça c'est le premier point. Et le second point, pourquoi leur immanence? Eh bien, parce que en même temps, en tant qu'elles sont des œuvres, elles sont dans le monde où elles ont été œuvrées ou créées ou produites, et qu'elles vont figurer un certain mode de présence de l'infini dans le fini, parce qu'elles ne sont plus des déchets de la situation, mais ce qui a pu surgir dans la situation, dans une dimension créatrice et en un certain sens, comme un événement exceptionnel de ce monde. Voilà. Alors un événement, pour redescendre dans la caverne, pour comprendre en quoi la finitude est toute oppression, donnons la parole à René Char. Il est une malédiction qui ne ressemble à aucune autre. Elle papillote dans une espèce de paresse à une nature avenante, se compose un visage aux traits rassurants. Mais quel ressort passer la feinte, quelle course immédiate au but. Probablement, car l'ombre où elle échafaude est maligne. La région parfaitement secrète, elle se soustraira à une appellation. S'esquivera toujours à temps. Elle dessine dans le voile du ciel de quelques clairvoyants des paraboles assez effrayantes. Alors ce texte est dans l'un de vos scoli, dans l'une de vos suites précisément, et vous le donnez pour nous dire cette thèse que la finitude est l'oppression, ou que la finitude est toujours, toute oppression a pour forme la finitude. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus, sur ce qui vient de se dire? Bien, je pense que si on définit la finitude de façon un peu rigoureuse, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que, après tout, l'intuition du fini peut être une intuition trompeuse. Il faut définir de façon aussi précise que possible ce que c'est que la finitude. Alors, je crois que la définition la plus convaincante de la finitude qui a été donnée par les mathématiciens, mais on peut la résumer aisément, c'est la suivante. Est réellement fini tout ce qui peut être nommé et pensé à partir de ce qui a déjà été nommé et pensé. Autrement dit, fondamentalement, j'appelle finitude ce qui ne touche par aucun de ces aspects à la notion de création. C'est-à-dire quelque chose qui ne comporte par soi-même aucune figure d'excès au regard de ce qui est. Une autre manière de le dire, qui est développée assez abondamment dans l'immanence des vérités, c'est ce que j'appelle le recouvrement. La finitude, c'est ce qui est capable de recouvrir ce qui risquerait d'évoquer l'infini par des morceaux ou des briques comme ça, qui sont elles-mêmes tirées de ce qui existe déjà. Et je pense que la propagande contemporaine est organisée comme recouvrement, beaucoup plus que comme négation frontale. La négation frontale
c'est le mode de répression religieux, en quelque sorte, qui impose la finitude en tant que dogme. La façon contemporaine d'imposer la finitude est tout à fait différente. Ça consiste à recouvrir ce qui risquerait d'avoir figure de création, d'infinité, etc., par des lieux communs, finalement, de la finitude elle-même. Et si vous examinez ce qui se raconte ordinairement sur l'état du monde, vous verrez cette procédure constamment à l'œuvre. Et elle consiste principalement à dire « oui, oui, mais ça, nous connaissons déjà, vous savez bien, vous l'avez déjà vu, etc. » Et vous en recouvrez la potentialité par le recours à des choses qui sont circulantes, qui sont déjà admises, qui sont déjà connues. Alors souvent, il ne suffit pas d'en avoir une seule, il faut en avoir plusieurs. Comme quand on couvre un toit, il faut avoir beaucoup de tuiles. C'est pour ça que le discours dominant est en général un discours assez bavard et en même temps assez peu convaincant si on le regarde de près. Mais il ne cherche pas à être convaincant, il cherche à être efficace. C'est-à-dire qu'il cherche à recouvrir ce qui présenterait dans la pensée commune un risque défini. Alors, je définirais la finitude de ce point de vue-là comme ce qui est en capacité de recouvrement de tout infini. Alors à cette figure moderne de finitude, le recouvrement, vous avez voulu donner une forme dans votre séminaire du 11 janvier 2016 au théâtre de la commune d'Aubervilliers, toujours le théâtre de la commune d'Aubervilliers, une forme assez théâtrale, celle du rituel des vœux. C'est vrai. Le rituel des vœux. Le rituel des vœux. Donc nous sommes en 2016, Alain Badiou, pour donner à entendre. On va peut-être aller dans la salle pour écouter. Hein. Donc, nous allons écouter Alain Badiou, qui fait un discours où il présente ses vœux. Nous sommes en 2016 et nous sommes au théâtre de la Commune, à Aubervilliers. Et Alain Badiou, voilà ce qu'il nous dit. Avant de présenter mes vœux à un public aussi vaste, largement composé de gens que je ne connais pas, je me suis soudain rendu compte que je m'exposais à de considérables risques. Cette magnifique sentence de Valls nous dit qu'il faut concevoir la liberté républicaine dans le juste appareil d'une protection par la finitude. La sécurité, en effet, qui concerne l'individu et ses propriétés, qui porte donc sur un domaine essentiellement fini, doit être absolue. Sinon, nous sommes immédiatement exposés à quoi? Eh bien à l'infinité insinuante et angoissante des risques. Or, l'homme républicain, libre et occidental a le droit absolu de ne courir aucun risque. L'État est avant tout et d'abord une assurance tout risque. Et ce droit, il revient à la police républicaine de le garantir à chaque citoyen et naturellement, dans notre République moderne, également à chaque citoyenne. Si bien que nous devons oser une formule qui paraît en effet osée, mais qui découle absolument
de la formule de notre Premier ministre. Oui, l'essence de la sécurité et donc de la philosophie républicaine, donc de la finitude sécuritaire nous impose de dire l'essence de la liberté, c'est la police. Et par conséquent, l'urgence quand apparaît le moindre risque, c'est d'appeler urgemment à un renforcement infini de la protection policière de notre finitude. La formule « protéger notre finitude individuelle par l'infinité policière » peut paraître exagérément dialectique. Mais elle est heureusement dépourvue de tout risque. L'infinité policière de l'état d'urgence est en effet exclusivement destinée à protéger tous les citoyens de l'infini lui-même. Comme le montrent les très belles formules qui définissent les actions particulièrement finies de l'infinité policière. Citons, parmi ces belles formules, l'incarcération préventive, la restriction du droit d'aller et de venir, l'assignation à résidence, la privation de la nationalité, l'élargissement du droit de la police à tirer sur tout ce qui bouge, le droit de perquisition illimité jour et nuit, et le droit d'écouter les conversations téléphoniques de n'importe qui à n'importe quel moment, tout comme celui de lire les messages électroniques de n'importe qui dans n'importe quelle direction. Toutes ces procédures rigoureuses mais indispensables visent à mettre dans une ombre carcérale extrêmement finie quiconque peut être soupçonné de tendances infinies et ainsi de le rééduquer par les méthodes les plus républicaines. En particulier, on éradiquera en lui la tendance effrayante à croire qu'on peut désirer quelque chose de plus que le monde tel qu'il est. Tendance très justement nommée radicalisation, ce qui veut dire avoir une pensée radicale. Voilà le péril de l'infini, la racine. Les choses que nous connaissons auraient-elles d'invisibles racines qu'il faut penser avec force et éventuellement extirper? Cette vision des choses est non seulement ridicule, mais dangereuse. Les méthodes finies de l'infinité policière visent à déradicaliser tout ce qui bouge et à arracher toutes les racines de la pensée radicale. Arracher les racines de la pensée radicale est la racine même de la déradicalisation. Sur ce but suprême, il faut être intransigeant et constamment vigilant. Un point symbolique de cette vigilance a du reste été affirmé, bien avant les récents attentats, par celui qui est devenu, sous la protection paternelle de notre président Hollande, l'inflexible Manuel Valls. Dès ses débuts, et sans hésiter, il a dispersé, incarcéré, persécuté ceux qui, sous le nom même louche de Rome, sont les nomades de provenance incertaine qui sévissent de façon anormale sur notre territoire fini. Qu'est-ce en effet qu'un nomade? Je vous le demande. C'est quelqu'un qui semble préférer l'infinité des voyages, l'incertitude du nomadisme, l'insécurité des campements en plein air à un logement clos dont l'heureux habitant républicain et citoyen nourrit le juste désir de devenir le propriétaire exclusif. Et quand il le deviendra, il sera prêt à défendre sa sécurité, c'est-à-dire la clôture de sa propriété, avec un fusil et un chien policier. Contre ce beau et libre désir, l'errance infinie des Roms, qui menace la finitude du propriétaire, n'est pas républicaine, a dit alors très fermement et raisonnablement Valls, chef de la police et donc chef de la sécurité, ce qui veut dire, et la formule est audacieuse mais juste,
chef de la liberté. Il a dit, le chef de la liberté, ces gens veulent de l'infini, ils veulent du risque. Ils vont en avoir, et il a envoyé la police disperser et dévaster leurs campements sauvages et entamer leur rééducation républicaine par la belle finitude des contraventions, des expulsions et des incarcérations. Cela, du reste, se disposait dans une pensée plus vaste, qui est la suspicion républicaine à l'égard de quiconque n'est pas un Français incontestable, doté de parents français. Et aussi, si possible, d'arrière-grands-parents français, c'est encore mieux. Pour ne rien dire de l'excellence qu'il y a à ce que vos arrière-grands-parents soient eux-mêmes français, et ce, du côté de vos deux parents français. Là, votre finitude identitaire fait plaisir à voir. L'étranger, c'est le contraire. Tout étranger, en effet, n'étant pas d'ici et d'ailleurs. Or, ailleurs, c'est grand. C'est même très grand. C'est peut-être infini ailleurs. Et l'infini est bourré de terroristes, c'est évident. Donc ceux qui n'ont pas leurs arrière-grands-parents tous français, dans les deux directions parentales, il faut au minimum les avoir à l'œil et user les concernant de la perquisition jour et nuit, comme du contrôle incessant dans la rue. Notre liberté, dont je vous le rappelle que le chef est le chef de la police, l'exime. Au maximum, s'il contient obstinément à aller souvent ailleurs, notamment dans les régions du monde où sévissent les complètement radicalisés de la radicalisation, il faut les rééduquer par une finitude sévère, déraciner leur goût pour les idées qui vont à la racine des choses, et si ça ne marche pas, les renvoyer. Les renvoyer où? Eh bien, ailleurs. Alors, vu tout ça, je me suis dit à moi-même, familièrement, d'individu fini à individu fini, mon vieux, en présentant tes vœux à ton séminaire comme ça, à des gens que tu ne connais pas tous, tu cours des risques. Donc, tu n'es pas en sécurité. Donc, tu n'es pas libre. En vous regardant là, tous devant moi, je me dis, il y a peut-être là des gens qui viennent d'ailleurs. Et même des gens venus de plusieurs pays différents. Ce qui veut dire qu'ils viennent de plusieurs ailleurs différents. Ça, c'est de l'infini multiplié. Un risque énorme. L'entrée est libre dans ce théâtre de la commune. Libre, c'est-à-dire risqué. C'est-à-dire insécure, c'est-à-dire pas libre. C'est dialectique, en apparence, ça. Pas libre parce que c'est libre, mais je l'ai déjà dit. C'est le prix à payer pour que le chef de la police soit content. Et songez que même des Roms pourraient venir s'asseoir tranquillement là, dans la salle. Hein. Vous n'allez pas me dire tout de même que ça ne menace pas notre finitude républicaine, un truc pareil. Et d'ailleurs, ce théâtre, il a un nom un peu suspect, parce que la commune de Paris, entre nous, c'était de la rêverie infinie. C'était quasiment des vrais communistes, les gens de la commune de Paris. Ils étaient infinis à fond. À mon avis, ils étaient tous, je dis bien tous, complètement radicalisés. Et à mon avis, rien à faire pour les déradicaliser. Même une thérapie de groupe musclée accompagnée de puissants neuroleptiques ne pourrait y parvenir. Il a fallu tous les tuer, c'est vous dire. 23 000 fusillés dans les rues de Paris pour sauver in extremis la sécurité des propriétaires et donc la liberté. C'est triste, mais c'est nécessaire. Et qui les a fusillés ?
Ceux qui ont fondé notre République, ceux qui savent qu'ils ont des rues et des avenues partout en France. Adolphe Thiers, Jules Ferry, Jules Simon, Jules Grévy, Jules Favre. Ils ont fait un boulot formidable, ils ont fait un boulot terrible, ces fondateurs de la République, triste mais juste. Fusiller l'infini est souvent une nécessité pour l'État, pour la police, pour la sécurité et donc pour notre liberté républicaine. Alors vous imaginez, dans le théâtre de la Commune, un théâtre hanté par l'infini, je dois me protéger un max, comme on dit dans notre pays libre, festif, joyeux, républicain, sécure. Il faut que j'applique le principe de précaution, le principe de la sécurité maximale, donc de la liberté la plus finie, donc la plus grande. Il faut que je contrôle mes vœux, qu'au contact de tout l'ailleurs qu'il y a ici, ils ne deviennent pas infinis. Parce qu'alors, la finitude disparaîtra dans l'infini, et ce sera ici même, à Aubervilliers, la commune de Paris. Et alors, mes amis, on y passera tous, parce que le spectre de Jules Ferry, fondateur de la République, de l'école laïque et du colonialisme, veille sur tout ce qui est enseignement public. Il a dit, Jules Ferry, je le cite exactement, c'est tiré d'un discours du vénéré fondateur de notre école républicaine, laïque et pleine à rabord de sécurité. Écoutez bien. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. Vous avez entendu. Les inférieurs sont ailleurs. Il faut leur apprendre ce que nous sommes ici. Civilisés, nous sommes. Encore récemment, suite à des massacres de masse nihilistes et horribles, notre président a dit qu'il y avait une guerre mondiale entre les barbares et les civilisés. Hollande et Jules Ferry. Même combat. Civilisés, policiers, laïcs et sécuritaires. Même en présentant mes vœux, je ne dois pas oublier, vu qu'il y a peut-être ici des gens d'ailleurs, les devoirs de la civilisation, les valeurs françaises. Je suis coincée ici entre le nom de ce théâtre, le nom infini, la Commune, et le spectre de Jules Ferry, qui a enseigné aux communards et aux colonisés la finitude civilisée. Il faut, en vous présentant mes vœux, que je me faufile entre ces deux termes contraires. Commune de Paris et Jules Ferry. Infini et fini. C'est là que je vais utiliser largement des formules de Christian Dutheil, journaliste et philosophe, critique et humoriste, qui sait parler comme il convient de nos rites sociaux. Voici donc la version précautionneuse de mes vœux, laquelle est en conformité avec tous les impératifs de la sécurité sociale. Ce qui veut dire bien dans l'abri des lois, de la justice, de la police, et donc libre comme l'air. Je vous prie tous, là, devant moi, d'accepter mes vœux à l'occasion du solstice d'hiver et du premier de l'an, sans aucune obligation, implicite ou explicite, de votre part, surtout si vous êtes français, à la 3e génération, mais sans exclure les autres, sans non plus exactement les inclure, du moins sans examen préalable. Il importe avant tout que mes vœux soient indubitablement laïques. C'est-à-dire marqué par une indifférence totale
à toute conviction, sinon la forte conviction laïque elle-même, à savoir qu'avoir une conviction ou une idée, quelle qu'elle soit, expose en général à l'infini, donc à des risques, et n'est donc pas conforme à notre conception républicaine, pleine d'une festive finitude. Juste après l'impératif républicain de l'essence de la liberté en tant que suprématie de la police, vient en effet le sage conseil philosophique de notre société. Vie sans idée. Cela dit, pour ne prendre aucun risque, je présente aussi mes vœux à ceux qui ont une idée, tout en leur faisant savoir en toute fraternité républicaine que je n'en ai aucune. Et en particulier, je n'ai aucune idée contraire à l'idée qu'ils ont, sinon justement l'idée de n'avoir aucune idée, laquelle n'est pas une idée, mais une opinion que je ne veux imposer à personne, même si je me l'impose à moi-même. Mes vœux concernent évidemment, de façon principale, votre bonheur. Mais l'appréciation de cette valeur est laissée à votre libre arbitre. Et il n'est pas dans mon intention de vous recommander tel ou tel type de bonheur. J'ai sans doute écrit un livre qui s'appelle Métaphysique du bonheur réel. Mais vous n'avez à mes yeux nulle obligation de le lire, encore moins de le connaître, et encore moins d'en tirer quelques idées qui mettraient en danger vos opinions ordinaires. Et vous exposerez peut-être, pour couper vers le pire, à un risque de radicalisation. Je tiens à reprendre ici la prudente remarque concernant le calendrier que je tire du très remarquable texte de vie de Christian Dutheil et que je soutiens absolument, sans cependant forcer quiconque à le soutenir, ni du reste à ne pas le soutenir. Le concept d'année nouvelle est ici basé pour des raisons de commodité sur le calendrier grégorien, qui est celui le plus couramment utilisé dans la vie quotidienne du pays, à savoir la France, à partir de laquelle je vous présente mes vœux. Son emploi n'implique aucun désir de proxélytisme, car je pense que ceux qui sont ici, que ceux qui sont ailleurs, et que chacun doit, restant chez lui, observer ses coutumes. Je pense même qu'il est légitime que chacun, vu le principe de sécurité et de finitude, pense que ses coutumes sont les bonnes puisque ce sont les siennes. La légitimité des autres chronologies utilisées par d'autres cultures n'est donc absolument pas mise en cause par moi, pour autant qu'elle reste chez elle, pour que les vaches de chaque pays et de chaque culture soient bien gardées. En particulier, la chronologie de la naissance des veaux doit rester
comme les vaches bien élevées, le propre des pays et des populations dans lesquelles ils naissent, les veaux. Rappelons-nous du reste, quand il s'agit de défendre les valeurs bien françaises, de ce qu'a un jour déclaré le grand De Gaulle. Les Français sont des veaux. Et en tant que Français fortement républicain, j'insiste sur un point qui pourrait à tort passer pour litigieux. Le fait de ne pas dater mes vœux du quintidie de la 3e décade de Frimaire de l'an 221 de la République française une et indivisible ne saurait être assimilé à une contestation de la forme républicaine des institutions et plus généralement ne saurait conduire à quelque doute que ce soit concernant les valeurs françaises de liberté en tant que sécurité, gaieté, galanterie, laïcité, esprit critique, tolérance au blasphème, hostilité aux foulards et aux jupes longues, confortable propriété pour les week-ends, bonne bouffe entre amis et voyage sympa dans les îles Hébrides comme à Marrakech. Tout cela étant dit et garanti, je peux vous adresser mes riches vœux. Certes interne au principe de précaution, mais démocratique et libre, m'exprimant tout entier dans toute leur libre originalité, leur sincérité individuelle, leur écho confortable. Écoutez bien. Bonne année. Alors, Peut-être réagir, non, là-dessus, je sais pas. Non bah oui. Oui, je trouve ça très très bien, vraiment. Alors vous direz, c'est un éloge de moi-même, puisque... Mais enfin, non, en réalité, non. J'ai trouvé que l'idée d'en faire une espèce de chœur, comme ça, était tout à fait extraordinaire, vraiment, de chœur de jeunes, et le faisait entendre dans une puissance comique tout à fait remarquable, vraiment. C'était une... Alors ça, c'est un aspect du livre, simplement, je le dis au passage, un aspect du livre. Ce livre comporte aussi des impuretés, si je puis dire, voilà, appelons-les comme ça. Il comporte des extraits de pièces de théâtre, notamment de mes Ahmed, qui sont assez nombreux à propos de tel ou tel concept. Il comporte des images de reproduction d'un tableau, il comporte une partition musicale, comporte des diagrammes, etc. C'est un livre impur de ce point de vue-là, qui rassemble des matériaux disparates, ce qui est normal vu son objectif finalement. Et il comporte, entre autres choses aussi, ce texte de la présentation des vœux à la nation de Manuel Valls, depuis lors parti en Catalogne d'ailleurs, où il présentera ses vœux aux Catalans. Il faudra trouver d'autres références un tout petit peu, enfin, il aura le talent de le faire. Et je pense que cette traversée des éléments impurs du livre, c'est-à-dire des éléments qui ne sont pas directement conceptuels, mais qui sont comme des matériaux disposés à l'intérieur du livre, est aussi en écho avec sa thèse fondamentale, qui est que les vérités, dans la forme de l'œuvre, sont toujours aussi présentes sous forme d'un objet du monde, d'un texte du monde, d'un livre du monde, d'un poème du monde, d'un amour du monde, mais ils sont toujours là. Et que dans le livre, en quelque sorte, qui est un livre-monde à sa façon,
c'est un peu la même chose, c'est-à-dire on va y trouver, au fond, un peu de tout. Voilà. Alors Jérôme, tu te proposais, je crois, d'expédier la partie consacrée à l'infini dans le livre d'Alain, avec 2 ou 3 questions bien torchées, de telle sorte que cette partie soit un peu expédiée, parce que c'est la plus difficile à exposer, c'est la plus compliquée, c'est celle qui convoque des théoriciens mathématiques en particulier, le théorème de Scott, le théorème de Jensen et d'autres objets assez caractéristiques de la manière dont Alain Badiou a choisi de traquer l'infini. Alors, Jérôme, je te donne la parole pour qu'on passe assez rapidement sur cette partie très austère. Oui, mais en même temps centrale. Eh oui. En même temps centrale. Et voilà. Voilà, le centre est austère. Le centre est austère. Comme dans les villes. Non, mais je ne sais pas, peut-être que ce qui est important, si je posais quelques questions auxquelles j'aimerais avoir réponse pour pouvoir commencer de m'orienter dans cette partie, d'abord peut-être simplement revenir sur la place des mathématiques dans votre philosophie. Votre axiome premier, fondamental, est que les mathématiques sont l'ontologie. Énoncé étrange, c'est-à-dire que l'ontologie, cette partie de la philosophie qui, depuis Aristote, entend dire ce qu'est l'être en tant qu'être, Alain Badiou nous dit ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas l'affaire de la philosophie, c'est celle des mathématiques. Première question, qu'est-ce que cela veut dire? Et ensuite, peut-être, à partir de là, entrer dans, Léon, tu as dit les infinis. Ça aussi, c'est particulier ici. C'est-à-dire que l'infini n'est plus au singulier, mais on parle d'infini au pluriel. Ce qui va renvoyer d'ailleurs à une relation avec des finitudes, des formes ou des opérations qui vont créer différents types de finitudes. Est-ce qu'on pourrait peut-être revenir sur ces aspects? Oui, je crois qu'on peut y revenir de façon assez simple, finalement. En réalité, la thèse que je soutiens est au départ, qu'on le veuille ou non, une thèse philosophique. C'est la thèse philosophique selon laquelle ce qui caractérise tout ce qui est, c'est d'être dans la forme d'une multiplicité. Voilà. C'est-à-dire, c'est d'être dans la forme d'une multiplicité qui peut être une multiplicité après de différents ordres, de différents types, mais réduit à son être pur, il y a ceci que tout ce qui est dans la figure de la multiplicité. Et alors, ce n'est qu'à partir de là, à partir de cet énoncé, de cette décision, d'une certaine manière, parce que vous savez, la pensée philosophique s'enracine toujours dans des décisions primordiales. Elle ne peut pas partir de rien. Donc, il y a toujours quelques premiers énoncés de la philosophie, de telle ou telle philosophie, qui sont constituants. Là, l'énoncé primordial serait: nous entendrons par être en tant qu'être toute figure de la multiplicité quelconque. Voilà. Et dans un second temps, je constate qu'il existe une théorie mathématique précisément de cela, qui s'appelle la théorie des ensembles. Une doctrine mathématique assez récente, à vrai dire, constituée au XIXe siècle par Cantor, mais qui est explicitement une théorie formelle de la multiplicité quelconque. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une multiplicité? Un ensemble, c'est une multiplicité. Alors on dira, oui, mais c'est une multiplicité de quoi? Eh bien, c'est une multiplicité de multiplicités. Il n'y a que des multiplicités, et donc les éléments d'un ensemble, ce sont des multiplicités. Et c'est normal, puisque si tout est multiplicité, alors les éléments d'une multiplicité ne peuvent pas être autre chose qu'une multiplicité. Alors c'est exactement ce que nous explique la théorie des ensembles. Et on va partir de l'idée de faire une théorie du multiple en tant qu'il est multiple de multiples. Alors on va dire, oui, mais alors ça va descendre à l'infini, ça. C'est-à-dire multiples de multiples, mais alors ces multiples, ils sont eux-mêmes des multiples de multiples, puis ils sont des multiples de multiples, etc. Est-ce qu'il y a un point d'arrêt? Alors oui, la doctrine des ensembles prévoit qu'il y a un point d'arrêt dans ce genre d'analyse,
Ce point d'arrêt, c'est le vide. C'est le vide, c'est-à-dire le multiple qui n'a aucun élément. Et l'ensemble vide va être d'une certaine manière le support à la fois réel et évanouissant de l'ensemble de la théorie des multiplicités. Vous voyez que tout ceci est très simple et au fond, et en un certain sens, extrêmement rigoureux. Donc il y a la théorie des ensembles qui est théorie des multiplicités et il y a une axiomatisation de cette théorie, c'est-à-dire les mathématiciens ont trié petit à petit, ça n'a pas été simple, ce qu'ils considèrent comme les propriétés constitutives de la multiplicité quelconque. Alors on peut dire que la théorie des ensembles, philosophiquement, on pourrait la définir comme la théorie, en l'occurrence rigoureuse, scientifique, axiomatisée, la théorie des multiplicités quelconques, c'est-à-dire de toutes les formes possibles de la multiplicité. Puisque la multiplicité ne va pas être identifiée qualitativement, puisqu'il n'y a rien d'autre en elle que d'autres multiplicités. Donc il faut caractériser la multiplicité comme une forme particulière de composition de la multiplicité, et donc l'ontologie est ramenée à la théorie mathématique des formes de la multiplicité quelconque. Voilà. Ça, c'est sur le premier point. Et ça, c'est pour moi un fil conducteur majeur de l'ensemble de ma construction philosophique, parce que c'est la base, c'est le socle absolu de toute l'analyse, étant donné que quand on parle de quelque chose qui est, on doit pouvoir repérer le type, la forme de multiplicité qui est la sienne, et ceci relève de la classification des multiplicités par les mathématiques. Voilà, ça c'est sur le premier point, que veut dire que les mathématiques sont l'ontologie, la théorie des ensembles, et la théorie de la multiplicité quelconque. Et la multiplicité quelconque, c'est la forme de l'être en tant qu'être. C'est-à-dire sans autre détermination que d'être un être. C'est-à-dire que d'être. Alors il est une multiplicité. Voilà. Dès que vous dites c'est une multiplicité de ceci ou de cela, vous entrez dans la physique. Vous n'êtes plus dans l'ontologie, vous êtes dans la physique. C'est-à-dire la particularité des multiplicités. Mais tant que vous êtes au niveau du pur être de ce qui est, c'est une multiplicité en tout cas. Voilà, alors c'est le premier point. Et puis, à partir de là, évidemment, il y a une étude approfondie, il y a eu une étude approfondie, puisqu'on étudiait toutes les formes de multiplicité, de ce que pouvaient bien être des multiplicités finies et des multiplicités infinies. Alors, là, il y a eu une découverte, véritablement. Il y a une découverte. C'est-à-dire qu'au fond, on partait de l'idée qu'en matière de multiplicité, de formes de multiplicité, il y a le fini d'un côté et l'infini de l'autre. C'était en plus consolidé souterrainement par la conviction religieuse dominante des classiques, à savoir que Dieu est infini, mais que comme on était dans le monothéisme, ça voulait dire que l'infini est un. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul infini véritable, qui est l'infinité divine. Et donc, il y avait au fond une opposition théologique existante depuis très longtemps, qui était que le monde et l'ensemble de ce qui existe dans le monde est marqué de finitude, mais la transcendance religieuse, la transcendance de l'un, peut être qualifiée d'infini en tant qu'elle est précisément un infini de transcendance. Alors, ce qui s'est passé lorsque Cantor a développé la théorie des formes possibles de la multiplicité, c'est qu'il est tombé sur le fait qu'il existait des infinis différents. Il existait des infinis différents. Si vous voulez vous représenter simplement ce que sont des infinis différents, vous le pouvez assez simplement en prenant d'une part les nombres entiers, la totalité des nombres entiers, 1, 2, 3, etc. Vous savez bien que ça va à l'infini. Donc si on prend la totalité des nombres, on a un premier type d'infini, qui est l'infini discret. Et si vous prenez au contraire l'ensemble des points d'une droite, vous avez l'infini continu. Or, ces deux infinis ne sont pas identiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire correspondre les éléments de l'un à tous les éléments de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a, de toute évidence, plus d'éléments dans le continu que dans le discret. De quelque manière que vous y preniez, vous aurez plus d'éléments dans le continu que dans le discret. Il y a sur ce point des démonstrations
qui est reproduite d'ailleurs, son importance est à mon avis considérable, donc elle est reproduite dans l'immanence des vérités, d'ailleurs une démonstration tout à fait intéressante et amusante, où on montre en fait qu'on ne peut pas dénombrer, au sens courant du terme, les points d'une droite. Parce que si vous appelez un point 1 et un autre un point 2, vous avez encore forcément une infinité de points entre 1 et 2. Vous n'êtes pas dans la possibilité de la numération. Et donc ça ouvrait cet écart entre le discret et le continu, vieille question d'ailleurs, qui rôdait elle aussi dans la philosophie depuis longtemps, le discret et le continu, chez Leibniz en particulier. Puisque vous avez déjà deux infinis, on s'est dit peut-être qu'il y en a encore d'autres. Voilà. Puisque là, il y avait une démonstration qu'il y avait deux infinis absolument différents, il y en a d'autres. Et alors on a commencé à explorer à quelles conditions, sous quelle forme on peut définir des infinis. Et on a trouvé des définitions d'infinis telles que on a un nombre d'espèces d'infinis qui ressemble tout à fait à l'inventaire d'un zoo. C'est-à-dire, on part de l'infini discret, et puis après, vous avez l'infini de Malo, les infinis compacts, les infinis hypercompacts, les infinis complets, les infinis... Après, vous êtes au sommet, vous avez les infinis qui sont n énormes, etc. Et vous avez une grille des infinis qui recouvre une bonne centaine d'espèces différentes d'infinis, étant entendu que, pour l'instant, c'est un autre point, on n'est pas en état de dire qu'il y en a une infinité. Par contre, il y a un grand nombre d'espèces d'infinis, mais il ne semble pas qu'il puisse y avoir même une infinité de types d'infinis. Voilà, alors là, on a une espèce de maquis qui a complètement transformé la question de l'infini. Et d'ailleurs, ce maquis est si complexe quand même, je ne dirais pas qu'il est impénétrable, mais il est quand même très complexe, qu'il s'est trouvé, c'est une singularité de l'immanence des vérités, que la philosophie s'y est peu intéressée. Il faut dire ce qui est. Au fond, la philosophie sur la question de l'infini, je le dis nettement, est retardataire. Elle est retardataire, ça arrive, ça, que la philosophie soit en retard sur ses propres conditions. Et elle a été toujours sous condition des mathématiques, depuis Platon, la philosophie. Mais là, il y a un décrochage, c'est-à-dire qu'elle continue à parler de l'infini comme si c'était avant Cantor. C'est-à-dire sans faire l'effort de se dire, mais l'infini, évidemment, les formes d'infini, qu'est-ce que c'est du point de vue de la science mathématique aujourd'hui? Et donc, pour pénétrer dans ce maquis, il faut faire un effort. Il faut faire un effort parce que c'est très étrange, finalement, cette idée de la pluralité des infinis, la définition des infinis. C'est extrêmement stimulant, d'une certaine manière, mais aussi, c'est un peu comme si on découvrait tout d'un coup un paysage d'objets inconnus. Hein. Comme si, je ne sais pas, comme si on arrivait sur une autre planète où on voit des bêtes, on ne connaît pas du tout la forme, qui ont des cornes, des ballons, des choses comme ça tout à fait étranges. Il y a un zoo de l'infini, vraiment. Il y a un zoo de l'infini dans la théorie des ensembles. Il y a des infinis étranges, qui ont des propriétés tout à fait remarquables. Alors il a fallu que, puisque ma question, comme on l'a dit au début, ma question était de savoir dans quelle mesure le fini peut être affecté par l'infini, il a fallu que je m'engage dans cette pluralité des infinis pour savoir ce que ça voulait dire à la fin des fins. Et là, j'ai fait une découverte centrale, mais là, je la formule le plus simplement possible. Ce qu'enseigne cette forêt des infinis, c'est qu'il existe des infinis à partir d'un certain rang qui ne peuvent pas être recouverts par la finitude, qui sont non recouvrables. Je les ai appelés des infinis complets, en fait, ça s'appelle des infinis mesurables, mais là, laissons ça de côté. Alors, vous voyez, il y a un seuil, il y a quelque part dans le monde des infinis différents, un seuil, qui est le seuil où le type d'infinité dont il s'agit ne se laisse pas recouvrir par les figures mathématiques de l'infini qui sont des ensembles constructibles. Autrement dit, il y a un côté inconstructible de l'infini à partir d'un certain rang. Et là, vous voyez, c'est très important parce que si je reviens à ce que je vous disais sur la propagande,
si la propagande consiste à recouvrir tout ce qui est puissance infinie par du fini, ce théorème, qui est un théorème de Scott, qui dit qu'un infini complet n'est pas recouvrable par de la finitude, nous indique qu'il n'est pas vrai que tout puisse être recouvert. Et probablement, par conséquent, ce qui a fonction de création, y compris contemporaine, doit être connecté d'une manière ou d'une autre à ce type d'infinité, de manière à se soustraire à tout recouvrement propagandiste qui dirait « oui, mais ça, on connaît déjà, on va vous montrer, ça existe déjà, c'est pas nouveau, etc. etc. » Et donc, c'est peut-être là un exemple frappant, à mes yeux en tout cas, de ce qu'une découverte mathématique est essentielle et en même temps très particulière, y compris dans les mathématiques elles-mêmes, à savoir la découverte d'un type d'infinité qui n'est pas recouvrable par les procédures de la finitude, un type d'infini, une forme d'infini qui n'est pas recouvrable par la finitude, représente un effet de seuil tout à fait nouveau et, au fond, un encouragement considérable. C'est quand même un point où les mathématiques sont libératrices, il faut le dire. Elles sont libératrices parce que si ils avaient démontré que tout était recouvrable, que tous les types d'infini étaient recouvrables, eh bien, on aurait vu que le règne de la finitude est peut-être définitif. Ils auraient démontré mathématiquement qu'il se peut que le règne de la finitude soit définitif, puisqu'il n'existe pas de type d'infini intrinsèquement capable d'échapper à la finitude. Donc le théorème de Scott, c'est un théorème d'émancipation. C'est un théorème qui nous dit la création est potentiellement toujours possible. Il suffit qu'elle relève de procédures qui la font entrer en contact, sans le savoir naturellement. Vous avez dit bien que celui qui est créateur, il n'est pas en train de se dire ce que je suis en train de faire est connecté à un infini complet. Hein. Mais en réalité, il l'est dans la mesure où précisément il ne se laisse pas recouvrir. Voilà. Et c'est en ce sens que je crois qu'on a là un exemple, au fond, assez simple, de ce que je crois profondément vrai, et pour lequel je fais propagande, c'est la fonction émancipatrice des mathématiques. Les mathématiques qui sont données en général comme le lieu de la discipline, de l'obéissance aux lois, des axiomes, etc., en réalité, là, avère qu'elle a une capacité émancipatrice, c'était ce que pensaient aussi des gens comme Platon, comme Descartes ou comme Leibniz. C'est un énoncé philosophique classique, mais très oublié aujourd'hui, il faut le dire, très oublié. Mais il semble que les philosophes s'intéressent à la fonction émancipatrice des mathématiques, mais que les mathématiciens eux-mêmes ont du mal à y croire. Si l'on observe que l'un des mathématiciens en vue aujourd'hui est député de La République En Marche. Enfin, je pense que c'est plutôt un effet de disjonction intime, ça. Justement, à propos de cette disjonction... C'est ce que Lacan appellerait un sujet clivé, ça. D'accord. Mathématiques d'un côté, ministre de Macron de l'autre. Mais nous, qui ne sommes ni mathématiciens... Ni ministre de Macron, je pense. Ni députés, nous nous demandons ce réconfort que vous trouvez à cette dimension infinie, non recouvrable, c'est-à-dire non susceptible d'être la proie d'une finitude ou d'une propagande, on va dire. C'est-à-dire d'un renoncement. Parce que dans finitude, on sent très bien qu'il y a derrière le renoncement à la vérité notamment. Absolument. Hein. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça fait de savoir qu'il y a dans les mathématiques cette idée d'infini si on ne peut pas en faire quelque chose en politique, par exemple? Oui, mais je crois que la philosophie n'a jamais à se substituer aux procédures de vérité. C'est un axiome essentiel de ma vision des choses. La philosophie est sous condition des vérités. D'ailleurs, son existence, son génie même, a eu lieu parce qu'en Grèce, il y a eu les mathématiques,
parce qu'en Grèce, il y a eu le premier régime politique démocratique, parce qu'il y a eu l'art grec, etc. Donc c'est sous ces conditions-là que la philosophie est née, elle a surgi, et je pense qu'elle conserve cette caractéristique, non pas de présenter des vérités, encore bien moins la vérité. Je signale au passage que moi, ma vision des vérités, c'est le pluriel radical. Il y a des vérités, il n'y a pas la vérité, ça ne veut rien dire. Il y a un concept de la vérité, mais qui n'est pas lui-même une vérité. Il y a des vérités, dans des ordres extrêmement différents. Et savoir qu'il y a des vérités, c'est aussi savoir qu'on peut avoir confiance dans la possibilité que quelque chose soit créé qui a une valeur universelle. Que quelque chose soit créé qui n'est pas enfermé dans une logique identitaire, finie, etc. Autrement dit, il n'est pas vrai que le relativisme soit la loi des choses. Alors ça, c'est un combat philosophique contemporain. Le relativisme, aujourd'hui, est dominant, en un certain sens. Finalement, il y a l'idée que ce qui est présenté comme vérité est toujours la vérité de quelqu'un, qu'il y a des cultures différentes, qu'il faut les respecter, etc., que la vérité, c'est oppressif, que c'est transcendant. Moi, ma thèse n'est pas du tout celle-là. Ma thèse, les vérités, ce sont les œuvres. Et si vous n'avez pas de concept de la vérité du tout, si vous refusez la vérité, vous êtes aussi en train d'asphyxier la possibilité des œuvres en général. Et c'est bien ce qui est dit sous l'énoncé apparemment comme ça bricolé, neutre, de post-vérité. Post-vérité, ça veut dire il n'y a que le trafic, voilà, traduisons vraiment. C'est-à-dire il n'y a que les affaires. C'est ça que ça veut dire. Les vérités, elles sont de côté. Il n'y a que ce qui circule. Il n'y a que ce qui circule. Il n'y a rien qui arrête la circulation, vous comprenez? Or, une vérité, c'est ça, et son universalité, c'est ça. Elle n'est pas dépendante d'une circulation particulière, elle a une capacité d'interruption de la circulation générale des marchandises, des produits, des voyageurs, etc. Et donc, l'avantage des mathématiques, ce n'est pas de nous donner un concept de la vérité en soi-même, c'est de garantir qu'il peut exister des vérités non recouvrables. Voilà. Et c'est simplement créer une confiance. C'est créer une confiance. Les mathématiques créent une confiance. En réalité, si on prend Descartes, par exemple, Descartes lui-même, à un moment donné, reconnaît que s'il n'y avait pas les mathématiques, il ne serait pas du tout sûr qu'on puisse avoir confiance dans l'esprit humain. Alors, il était lui-même mathématicien, mais son œuvre connue est une œuvre philosophique. Et je pense que cette fonction de garant de la confiance des mathématiques court comme un fil conducteur dans l'histoire de la philosophie, et que là, on en a un exemple particulier mais précis. C'est-à-dire la démonstration mathématique que, d'une certaine façon, il existe, quelles que soient les conditions, il existe la possibilité de transcender ces conditions d'une certaine manière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas l'esclave de la situation. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en situation, vous êtes en situation, mais vous n'êtes pas esclave de la situation, parce que dans la situation, il y a toujours la possibilité, au moins formelle, mais qui, comme telle, peut devenir réelle, d'une œuvre qui sera soustraite à la loi dominante de la finitude, c'est-à-dire, pour le dire en clair, de quelque chose qui, ayant une valeur universelle, ne sera néanmoins pas une marchandise. Voilà. Et alors, parmi les œuvres en vérité, vous distinguez entre celles selon l'objet, donc l'art et la science, et celles selon le devenir, l'amour et la politique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'importance de cette distinction? Alors, bon, d'abord je dois dire si ça en a une. Oui, il y en a une, sinon je ne la ferai pas. Ben voilà. Voilà, je voudrais d'abord dire l'horizon de la question. Prospectivement, et depuis longtemps, après quelques hésitations, j'ai proposé de classer les vérités en 4 ordres, en quelque sorte. C'est-à-dire, il y a les vérités scientifiques, mathématiques comprises, qui sont des vérités que j'appelle littérales.
c'est-à-dire où l'expression de la vérité est toujours en définitive dans le rapport entre des formules et un réel. Alors les formules, c'est les mathématiques, malgré tout, finalement, et le réel, dans les mathématiques, c'est la formule elle-même, dans la physique, c'est ce que le protocole expérimental va démontrer comme adéquat à la formule. Donc c'est les vérités de type littéral. Alors on pourrait développer la notion de l'être, Lacan l'a fait, bon, mais vous voyez bien ce que ça veut dire. Finalement. Ça veut dire que le résultat final de l'investigation est une loi mathématiquement explicite. Voilà. Alors ça, c'est le domaine des vérités de la science. On connaît la naissance, l'histoire de ces vérités. Puis il y a les vérités de l'art. Alors l'art, c'est un domaine assez complexe, mais on voit bien que là, il s'agit de produire une œuvre qui soit telle qu'elle puisse être reconnue transversalement au monde dans lequel elle est produite comme ayant une valeur universelle. Je suis proche de Kant, là, d'une certaine manière. J'accepterais, vous savez, Kant définit le beau comme ce qui plaît universellement sans concept. C'est une définition assez belle et au fond, on n'a pas trouvé beaucoup mieux. Je crois que le beau, c'est ça, c'est ce qui plaît universellement sans concept. Donc là, on est dans une figure objective au sens où l'œuvre est saisissable dans sa finitude elle-même. L'œuvre, c'est un tableau, c'est une partition, c'est un poème, et même si elle a des prétentions plus déployées dans le temps, si c'est une performance par exemple, ou une représentation de théâtre, ou un film, si elle n'est pas un objet au sens strict, mais qu'elle a une temporalité, c'est la même chose. Donc l'art, c'est pour ça que j'appelle ces deux registres de la vérité, ceux qui sont du côté de l'objet. Alors l'objet mathématique ou l'objet scientifique, c'est l'objet même de la science, et l'objet de l'art, c'est l'œuvre d'art. Dans les deux cas, l'œuvre est repérable comme une configuration saisissable. Et puis, les deux autres sont différentes, d'abord parce que leur dimension événementielle est plus apparente, elle existe aussi chez les autres, mais elle est plus apparente de ce que tout le monde sait que les séquences de la politique en tant qu'elle est politique vraie, c'est-à-dire politique à valeur universelle, ce sont toujours des événements, ce sont des événements repérables, de type fracture de quelque chose, révolution, etc. Et que du côté de l'amour, il y a une événementialité ouverte de la rencontre. Ce qui me fait polémiquer contre ceux qui cherchent à annuler ce point-là en organisant la science des rencontres. L'algorithme. Oui, l'algorithme des rencontres, mais mythique, ça. Mythique, c'est contre ma philosophie. Voilà. L'idée qu'on peut calculer celui qui va vous convenir, c'est dénier à l'amour tout intérêt, finalement. Autant à la limite, ça favoriserait le retour à l'inceste. L'amour n'enlève pas le risque. L'amour. L'amour n'enlève pas le risque. Oui, je t'aime, toi, et non pas exclusivement l'objet en toi de mon désir. Ce charme logé en toi qui m'a immédiatement séduit. Désormais j'aime en toi, outrepassant ce qui m'attire et ce dont je ne sais rien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Monsieur Badiou. Monsieur Badiou? C'est Monsieur Badiou? Qu'est-ce que c'est? J'ai une livraison pour Monsieur Badiou. J'arrive, excusez-moi, j'ai du mal à trouver. Ah bon? Respirez. Bonjour. Je me permets. Qui est Monsieur Badiou? C'est Monsieur Badiou. Ah, enchanté, bonjour. Ah, excusez-moi, je me permets. Ah, ben bien sûr. Bonjour, monsieur. Enchanté, je suis très étonné que vous m'ayez trouvé dans cette... Oui, tu as de chance. Votre service, celui qui est marqué sur votre casque, est vraiment absolument performant. Ah bah oui, mais écoutez, voilà, j'en profite. Je me présente, je m'appelle Fabienne, je fais partie de l'agence SMS, Sing Song, qui est une agence, comme son nom l'indique, de livraison de chansons. Ah. Et figurez-vous, monsieur Badiou, que j'ai une chanson à vous livrer. Ah, mais alors, voilà.
Et c'est vous qui la chantez? Alors, c'est moi qui la chante, oui. Voilà, c'est une livraison. Oui. Là, la livraison et le livreur sont identiques. Voilà, c'est ça. Bon. Alors, je permets, j'ai retiré mon casque. Oui, je crois qu'il vaut mieux tout de même. Voilà. Ça vous donnerait un air un peu militaire. Voilà, là. alors le commanditaire a préféré rester anonyme, donc voilà, j'y vais. Hein. Allez-y. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, gens d'ici ou bien d'ailleurs. C'est la flamme qui enflamme sans brûler. C'est le rêve que l'on rêve sans dormir. Un grand arbre qui se dresse, plein de force et de tendresse, vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal, qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire qu'on connaît. Ceux qui s'aiment jouent la même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour. Je vous embrasse. Ah ben avec plaisir, Je vous embrasse. Voilà. Merci, monsieur Grandement. Dumas, franchement. Ça fait plaisir. Merci. Qui ne finira jamais. Il nous a semblé que cette chanson, par sa dimension générique et son ouverture sur l'infini, était assez représentative de ce que vous accordiez à l'amour dans votre théorie des vérités. Ça l'est tout à fait. J'en ai d'ailleurs été presque immédiatement séduit. Enfin, là, évidemment, c'était presque l'amour pour le messager d'amour, là. Hein. En plus, c'est une rencontre tout à fait imprévisible. Pas pour vous, pas pour vous. Pas pour les manipulateurs. Mais il y avait donc aussi l'effet de surprise, de rencontre, etc. Mais ce que je voulais dire, pour revenir un peu au sérieux spéculatif de la chose, c'est que lorsque j'énonce que l'amour est vérité, le processus amoureux lui-même est une vérité, on demande souvent, mais vérité de quoi? Alors, c'est une question qui confond en un certain sens la vérité en mon sens et la vérité au sens usuel, dont je vous parlais tout à l'heure. La vérité conçue comme le rapport entre un énoncé et ce dont il parle, un énoncé et son réel. Alors évidemment, on me demandait, mais l'amour, c'est la vérité de quoi? Et alors, vous savez que dans ma conception, c'est la vérité, c'est une œuvre, c'est toujours dans la figure d'une œuvre, et je considère un amour véritable comme une œuvre, absolument une œuvre existentielle, mais une œuvre. J'ai écrit sur ce point, d'ailleurs, un éloge de l'amour, il y a déjà assez longtemps, en réalité.
Mais ceci dit, je peux dire non pas de quoi l'amour fait vérité, mais de quoi est faite la question primordiale de l'œuvre amoureuse. Et la question primordiale de l'œuvre amoureuse, c'est la différence, comme telle. C'est-à-dire que l'amour, c'est en fait l'acceptation de la dimension nécessairement infinie de l'autre. C'est pas la restriction de... parce que quand vous tombez amoureux, comme on dit, en réalité, en général, vous connaissez très peu l'autre dont vous tombez amoureux. Cette connaissance, elle va s'opérer dans le processus amoureux lui-même. C'est pour ça que moi, j'identifie l'amour à son processus. Pas comme font souvent les artistes, les poètes, etc., soit à la rencontre comme telle, donc l'extase du coup de foudre, soit au contraire à sa fin lamentable quand il faut se séparer dans la douleur. Les artistes aiment bien ces deux moments de l'amour. Ce qui se passe entre les deux, bon, finalement c'est une affaire de cuisine et d'enfants. Bon. Mais en réalité c'est l'essentiel. C'est le cœur de l'amour, c'est la construction d'une durée naturellement. Le reste pourra être appelé rencontre incertaine, liaison, tout ce qu'on veut, ça existe, mais je n'appellerai pas amour. Et donc, l'œuvre amoureuse, c'est la vie où l'on assume que l'infinité de l'autre est inépuisable et présente, et où, d'une certaine manière, se construit petit à petit un monde qui n'est pas le monde de l'individu, hein, mais qui est un monde examiné et pratiqué à deux, justement. Donc c'est le deux comme tel qui est constitué dans l'amour comme prospection et existence dans le monde, étant entendu que dans tout ça entre naturellement la différence comme telle, la sexualité, tout ça. Mais en fin de compte, ce qui fait l'amour, c'est la retotalisation de tout ça dans une durée existentielle construite par étapes et qui, bien entendu, est une succession de résolutions de problèmes. C'est-à-dire que l'amour n'est pas du tout quelque chose qui navigue dans son... Tout le monde le sait bien d'ailleurs. Presque toujours, les problèmes surgissent très tôt. Enfin, non, ben, vous le savez tous, ils surgissent très tôt. Et en fin de compte, il y a toujours la tentation de ne pas faire œuvre jusqu'au bout. C'est-à-dire de laisser tomber. Voilà. De laisser tomber au premier problème un peu sérieux qui surgit. Et il en surgit toujours. Il en surgit toujours. Et donc on voit très bien que, comme en politique d'ailleurs, il y a une fonction d'obstination dans l'amour, qu'on retrouve dans la politique. Dans la politique aussi, si au premier échec vous laissez tomber, ça n'ira pas loin votre affaire, hein, évidemment. Que l'échec soit électoral, insurrectionnel, etc., de toute façon, il faut savoir traverser les problèmes. Et c'est ce qu'il y a de commun, c'est pour ça que je dis que dans les deux cas, ce n'est pas du côté de l'objet, mais du côté du processus, dans le cas de l'amour comme dans le cas de la politique. La vérité se constitue petit à petit dans la capacité de résoudre des problèmes qui sont en réalité les problèmes posés par l'infinité de l'altérité comme telle, l'infinité de la différence. Peut-être encore une dernière chose. J'ai constaté avec surprise que vous consacriez un long développement à la relation amoureuse qu'Auguste Comte entretint avec Clotilde de Vaux. Oui. Vous pouvez nous en dire quelques mots? C'est très étonnant de trouver cette histoire, finalement. Bien, elle est très, très émouvante. En plus, si vous voulez, ça m'intéresse de saisir dans son vif le personnage du philosophe amoureux. Je me sens concerné un tout petit peu, philosophe amoureux. Vous savez que le philosophe amoureux est en général un personnage comique du théâtre. Le philosophe amoureux a toujours été représenté au théâtre comme celui dont la sagesse est en réalité défaite par l'irruption de l'élément féminin. Voilà. Alors moi, je voulais revoir un peu la question. Et alors, j'ai hésité entre deux exemples possibles. Le premier, c'était l'histoire amoureuse inaboutie de Kierkegaard et de Régine, ou l'autre, c'était l'histoire d'Auguste Comte et de Clotilde de Vaux. Alors cette histoire est une histoire
tout à fait extraordinaire d'un amour absolu que le philosophe Auguste Comte, rencontrant cette femme, il est foudroyé littéralement, il lui voue un amour, hein, il la bombarde de lettres passionnées, il lui demande avec insistance ce qu'il appelle les dernières preuves, hein, d'une façon élégante de désigner le passage au lit. Elle s'y soustrait longuement, elle résiste, ça n'aura pas lieu en fait. Et donc là, l'amour va se dérouler, non pas dans l'absence de la sexualité, puisque le désir a été prononcé, indiqué, Clotilde de Vaux dit que ce n'est pas encore le moment, etc. etc. Et il construit à partir de là toute une théorie, le philosophe, de l'amour et de la fonction fondamentale des femmes dans le domaine politique. C'est-à-dire il y a un transfert de l'amour au politique qui fait qu'il imagine que fondamentalement, la politique, ça doit réaliser dans ce qu'il appelle le Grand Conseil, enfin le pouvoir spirituel en quelque sorte, ça doit conserver l'alliance des philosophes, des ouvriers et des femmes. C'est une merveilleuse formule, soit dit en passant. C'est tout de même une merveilleuse formule, tout à fait intéressante, qui devrait d'ailleurs captiver les féministes contemporaines. C'est-à-dire que lui, Auguste Comte, a le premier dit qu'on ne se tirerait d'affaire que si les femmes, comme telles, étaient une composante organique du pouvoir, et non pas seulement du pouvoir au sens exécutif, etc., mais du pouvoir de représentation dans la pensée de ce que doit être la société. Et il avait formulé cette alliance tout à fait extraordinaire du philosophe. Ça voulait dire lui, évidemment, Auguste Comte et ses collègues. Et puis les femmes, en fait, c'était Clotilde de Vaux, et les ouvriers, c'était le mouvement révolutionnaire de l'époque. Hein, nous sommes dans les années 1840, c'était le mouvement révolutionnaire de l'époque. Alors ça m'intéressait d'autant plus que, d'une certaine manière, Auguste Comte envisageait une triple alliance du point de vue des vérités, parce que le philosophe, c'était quand même celui qui était le porteur de l'importance de la science, c'était celui qui était le philosophe positiviste, c'est-à-dire le philosophe instruit par la science. Les femmes, c'était ce qui était porteur de l'amour, mais de l'amour conçu vraiment dans sa plus haute définition, c'était dans son universalité créatrice. Et puis les ouvriers, c'était la politique au sens révolutionnaire du terme. Et tout ça, d'une certaine façon, composait le pouvoir spirituel tel que Auguste Comte l'envisageait. C'est pour ça que je l'ai inséré dans l'immanence des vérités, à la fois dans le registre de la question de l'amour, évidemment, considéré comme fondamental. Il fait d'ailleurs de l'amour une catégorie fondamentale des vérités. Il dit, lui, il dit quelque chose, soit dit en passant, que Platon a déjà dit. Platon écrit quelque part que celui qui n'a jamais été amoureux ne peut pas être philosophe. Donc l'amour est une condition sine qua non de la philosophie pour Platon. Alors Auguste Comte, il redit ça, mais armé de son expérience malheureuse, heureuse, on ne sait pas, il le dit avec beaucoup plus de développement et de détails. Je terminerai quand même en racontant cette scène terrible où Clotilde de Vaux est mourante et la famille veille, et tout d'un coup Auguste Comte arrive et il fait scandale en disant que c'est lui qui doit absolument célébrer Clotilde de Vaux dans sa mort, puisque c'est lui qui l'aime, etc. On veut le mettre dehors, il se débat, il entre dans la chambre mortuaire et il ferme la porte à clé derrière lui, et elle est morte dans ses bras. Voilà. Et c'est en ça que c'est résumé l'étreinte physique de cet amour. Eh bien, cette question de l'amour, donc, nous conduit à l'autre question qui est celle de la politique. Hein. Est-ce qu'on a le temps de... Pas sûr, hein? Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. On avait trouvé une scène de la chinoise de Jean-Luc Godard, la scène du train. Scène du train dans laquelle il est question de l'engagement en politique. On peut peut-être passer quelques 2-3 minutes de la scène du train.